Vous ne voyez pas encore mon écran. Ou vous le voyez, s'il vous plaît. Je pense que oui, maintenant vous le voyez. Ah, comment? Oui, أي C'est bon. D'accord. Ok, vous avez commencé l'enregistrement. Donc, je vais donc, cours TD, voilà. On va commencer depuis le départ. Donc, comme je viens de le dire, il s'agit de travaux dirigés sur les fondations superficielles. Donc, en premier lieu, juste un transparent pour rappeler l'essentiel de la dernière fois. Donc ici, donc j'ai mis rappel, capacité portante ultime d'une fondation superficielle avec la détermination avec la méthode de Terzagh. Donc la dernière fois, nous avons dit que notre problème essentiel, c'était pour ce qu'on appelle cette semelle superficielle que vous voyez ici, donc en haut à gauche, de largeur B en commençant par le fait qu'elle soit une filante. Donc, la problématique était de calculer cette contrainte P ou Q qui va être ancrée. Elle a un niveau d'assise qui est à une profondeur D de la surface du sol, de poids volumique gamma. Donc, la dernière fois, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons trouvé que cette capacité portante ultime, c'est-à-dire la contrainte ultime P ici, d'une manière générale, c'est-à-dire pour une semelle isolée de forme quelconque, elle s'écrit toujours en termes de profondeur, gamma 1D fois NQ, plus gamma Rm fois N gamma ou Ng, non, plus 1,3 CNC. Donc ici, c'est une géométrie quelconque, d'accord? C'est-à-dire que dans cette géométrie, il y a ce paramètre Rm, le rayon moyen, qui est égal à la surface de la semelle sur son périmètre, et ceci nous permet donc de considérer les cas les plus courants. Pour la semelle rectangulaire, d'une manière générale, vous allez avoir ce rapport. Nous avons dit si une semelle, sa longueur est très grande par rapport à la largeur, ce rapport Rn tend vers 1,5, et vous trouvez ce qu'on appelle la semelle filante, d'accord? Dans ce cas-là, on ne considère plus le 1,3, ce facteur correctif de la cohésion. Pour la semelle carrée, vous allez avoir plutôt RMB sur 4 ou 0,4D selon cette recommandation. D'accord? Et pour la semelle circulaire, vous avez la, disons, l'équation correspondante. L'essentiel. Une fois on a calculé cette contrainte qui provoque la rupture, nous avons dit qu'il y a deux temps. Le premier, c'est de diminuer gamma 1D au niveau de la semelle pour chercher ce qu'on appelle la capacité portante nette. Et par la suite, cette valeur Q net, vous la divisez par un coefficient de sécurité F, qu'on appelle coefficient de sécurité vis-à-vis du point seulement. En général, il doit être au moins égal à 3. D'accord? Et on ajoute gamma 1D. Donc, la problématique, c'est de calculer cette capacité portante ultime qui provoque la rupture. Par la suite, vous déduisez la valeur admissible, c'est-à-dire la contrainte qu'il ne faut pas dépasser en d'autres termes, pour cette formule. Et que de point de vue capacité portante sur le plan pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une contrainte admissible que vous voulez déterminer, ne peut jamais dépasser par la contrainte réelle. C'est la contrainte qui vient, on va dire, de l'ouvrage que vous voulez dimensionner. Que lorsque admissible, donc cette contrainte Q admissible, elle dépend bien sûr de ces paramètres gamma C, phi, gamma 1D, mais également de la valeur de F. Et par la suite, vous, lorsque vous voulez maintenant dimensionner une semelle, il faut revenir au chargement réel que vous avez pour votre ouvrage. Et cette contrainte, soi-disant, si un appui est soumis à un ensemble de forces P,
bien sûr que nous supposons par exemple verticale, divisé par la section BL de la semelle. Ça, c'est la contrainte que cette semelle elle va être soumise à cette contrainte. Alors, cette contrainte que vous allez soumettre par cette semelle ne doit jamais dépasser la contrainte admissible qu'on a calculée. D'accord? Donc, voilà un peu, on va dire, l'essentiel du chapitre fondation superficielle. OK? Bon, j'ai voulu commencer par, disons, dans cet espace, j'ai mis le fameux facteur, les facteurs de portance NC, NQ et NG, évidemment en fonction. Donc, vous vous rappelez, nous avons déterminé les valeurs de ces paramètres par des raisonnements, on va dire, un peu indépendants, chaque terme, et les calculs ont conduit à ces valeurs qu'il faut considérer donc, dans l'équation de la capacité portante qu'on a maintenant présentée. Alors, ici, je vais vous présenter une illustration. Bon, un peu votre attention. Donc, plutôt, qu'est-ce que vous voyez ici? La surface du sol. Et que par la suite, il disons 12,5 à 20 mètres. Peut-être ici, il est de 12,5, peut-être de l'autre côté qui lui parlait de 20 mètres. Donc, qu'est-ce que cela fait? Cela fait que nous avons une grande excavation. Et là, vous avez une illustration, on peut dire, qui est relative au chapitre, on va dire, précédent sur les murs de soutènement. Donc, vous voyez que, en fait, c'est un sol relativement dur, une argile calcaireuse, parfois même avec des éléments calcaires, d'accord? Et puis, ce qui a été fait, c'est que on va construire un bâtiment avec plus que 3 niveaux, peut-être 4 niveaux, d'accord? 4 sous-sols, même un peu plus. Alors, lorsqu'on vous dit que les semelles isolées à 20 mètres de profondeur sont la fondation du bâtiment, ça ne vous perturbe pas, bien sûr. Vous voyez ici ces petits îlots, on va dire, avec des briques, et vous voyez des armatures, et vous voyez donc, voilà, un ensemble comme ça. Donc, le bâtiment, parce que le sol, il est très résistant, très dur, sa fondation va être des semelles. Mais les semelles, par rapport à la surface du sol, vont être exécutées, disons, pratiquement à 15-20 mètres de profondeur. Mais ce n'est jamais la valeur de D qu'on utilise dans l'équation. Pourquoi? Parce que nous avons D qui sont les valeurs minimales. Donc voilà, vous voyez sur cette figure un peu, on va dire, particulière, que l'on peut faire des semelles isolées à grande profondeur, comme fondation d'un bâtiment, ok? Mais le bâtiment juste peut être, on va dire, enterré sur une très bonne partie. Ce bâtiment, normalement, il est achevé. Donc, il y a ici 4 niveaux, peut-être. D'accord? C'est une polyclinique. Et au-dessus, vous avez 3-4 niveaux. OK? J'espère que l'illustration vous a donné un peu une façon particulière d'avoir une fondation superficielle dans ces circonstances. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des remarques, merci de me le dire. Pas de remarques? Bon. Donc, j'ai pas parlé, bien sûr, sur... الفئة هذاك يتسمى coffrage perdu. ce qui est en bas, c'est un coffrage perdu. Vous connaissez un peu peut-être les choses pratiques, oui. Mais j'ai pas parlé de ce que nous avons ici. C'est ce qu'on appelle une paroi en béton projeté cloué. C'est-à-dire, il faut
comprendre que, par exemple, sur cette face-là, on fait des forages. On fait des forages dans la roche. Et dans ces forages, on va mettre des éléments d'armature, d'accord? Des éléments d'armature qui, au fait, vont arriver jusqu'à une certaine longueur et incliner. Et la tête de l'armature est ancrée dans une double armature qui est verticale comme ça, d'accord, pour fixer pour fixer ce qu'on appelle la tête du clou, pour reprendre l'effort. C'est ce qu'on appelle une paroi clouée, d'accord. Donc c'est-à-dire c'est un problème de déplacement horizontal. Bien sûr, vous pouvez imaginer que dans cette phase de construction, vous voyez une grue ici. Vous voyez des gens qui peuvent être ici et là, il faut que ce système soit stable. Donc, juste pour vous dire que ce soutènement, on ne l'a pas fait pour le projet lui-même pendant son exploitation, mais on l'a fait juste pendant la phase de la construction. Vous avez compris ce que je veux dire? Une fois le bâtiment à monter comme ça, là, on va mettre un voile derrière cette paroi clouée qui, bien sûr, va être sur tout le bâtiment. Et vous voyez, donc ça, c'est une technique pour assurer zéro déplacement horizontal sur toute cette profondeur pour permettre de construire le bâtiment à partir de ce niveau-là qui est un peu... Bon, je pense que ça, c'est un record en Tunisie, du point de vue profondeur d'excavation. D'accord? OK? S'il y a parmi vous des élèves qui connaissent bien la région de Nasr 1, Nasr 2, c'est un peu sur la grande avenue de Hedinouira qui va du côté de Arienne. Lorsque vous venez de cette rue un peu avec des pentes relativement élevées, elle est en face de vous. D'accord? Elle est en face de vous, donc du côté de Arienne. Okay? Bon, le bâtiment, pratiquement, il est achevé. Donc, ces travaux ont été réalisés entre 2015 et 2016, les travaux de la paroi clouée. OK? Bon, on va passer. J'espère que vous avez retenu quelque chose de ça. Bon, nous allons commencer par l'exercice numéro 1, on va dire, qui concerne une fondation ou une semelle filante qu'on représente sur cette figure-là. Bon, cette fondation filante, comment elle est conçue? Elle est conçue à avoir un sol d'assise qui est une argile. Regardez le niveau de la nappe saturée. Donc, on va mettre les semelles sur une argile saturée. Okay? Et au-dessus, vous avez une couche de remblai de 1,5 m. D'accord? Donc, il s'agit de semelles filantes de largeur 2 mètres. Ça veut dire que la longueur va être relativement grande. Alors, nous supposons que cette semelle va exercer une charge verticale centrée, comme vous le voyez dans l'axe géométrique de la semelle. D'accord? C'est-à-dire, on veut la dimensionner ainsi, sous une charge verticale centrée P. Alors, la question est de dire, déterminer la capacité portante admissible de cette semelle filante pour déduire la valeur de la charge à appliquer par cette semelle. D'accord? Ça, dans un premier instant. Dans un premier temps, on va dire. Dans un deuxième temps, on va dire que cette charge, elle est excentrée. D'accord? Et on va voir comment on considère le problème de l'excentrement. On va comparer les deux cas de calcul. OK? Donc, lorsqu'on dit déterminer la capacité portante admissible, donc, nous venons de dire déjà, voilà les équations qu'il faut considérer. D'accord? Q admissible égale Q net divisé par F, ça veut dire 3 pour nous plus gamma D. Et Q ultime, c'est la formule pour la fondation filante. OK? Mais, regardez bien ici, ce qui doit attirer votre attention, c'est que cette argile, c'est une argile, c'est un solfant, pour lequel vous avez deux données, on va dire, données de résistance. Vous vous rappelez dans le chapitre résistance aux cisaillements, cette valeur, c'est ce qu'on appelle la cohésion membranée.
d'accord? C'est-à-dire la résistance à court terme. On suppose que la cohésion non consolidée, non drainée, 100 kPa. Et vous avez les valeurs de C' et Φ'. Ce sont les cohésions et l'angle de frottement à long terme, c'est-à-dire pour le comportement drainé de l'argile. D'accord? Donc, lorsqu'on va déterminer la capacité portante, sans qu'on vous le dise, lorsque vous avez un sol pour lequel vous avez deux types de caractéristiques à court terme et à long terme, vous devez vous-même comprendre qu'il faut faire le calcul à court terme et à long terme. Tefrin, c'est comme le problème de soutènement. Si vous avez une stabilité à vérifier pour un sol fin saturé et vous avez les données donc, correspondantes, il faut faire les calculs à court terme et à long terme. Donc, on va détailler un peu cela. C'est-à-dire, pour la semelle filante, sachant que R1 égale 2 sur 2, et le terme de cohésion n'est plus avec ce facteur de 1,3, voilà l'expression de la capacité portante. Gamma 1D, NQ, plus gamma D sur 2, N gamma, plus CNC. Donc, comme je viens de le dire, le sol d'assise, c'est une argile saturée. Donc, il faut faire deux calculs, à court terme et à long terme. Bon, on va préciser un peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire à court terme? À court terme, c'est-à-dire, c'est là où on ne voit pas une différence entre l'eau et les grains. L'eau et les grains, c'est un ensemble qui travaille en même temps. Et on calcule en contrainte totale. D'accord? T'es pris? Ça, on l'a dit. Pour tous les types, pour tous les calculs de stabilité d'ouvrage en mécanique des sols. Bon, CU égale 100 kPa. Mais vous devez comprendre aussi que si vous n'avez pas la valeur de Monsieur, FU, oui. على الكور تيرم كملنا باللي اللونج تيرم. Je vais le dire, mais vous voulez, j'ai compris, mais il n'y a pas de problème. Donc, juste, je termine. Donc, pour le court terme, les caractéristiques, comme la donnée que vous avez, c'est CU, c'est tout. Mais normalement, vous dites, oh oui, FIU. Mais FIU, si on ne vous le donne pas dans cette configuration, vous comprenez que FIU est égal à 0. D'accord? C'est sous-entendu que FIU soit égal à 0. D'accord? Donc, on a dit que la résistance à court terme, en fait, lorsque le sol n'est pas consolidé, il n'y a pas de frottement. D'accord? Ça, c'est à partir des essais de réaction. Bon, on va faire le calcul. Alors, on va dire, ce cas de court terme, en fait, il correspond à quoi? Il correspond à ce qu'on appelle à l'étape de fin de construction. Cette couche d'argile, supposons qu'on vient de terminer la construction du bâtiment avec tous ces semelles-là. D'accord? Avec toutes les semelles. Donc, ceci veut dire que juste à cet instant, les chargements transmis par le bâtiment sur la couche d'argile viennent d'être appliqués. OK? Et qu'il faut attendre ce qu'on appelle le phénomène de consolidation qui doit se produire dans l'argile. Vous vous rappelez l'année dernière la consolidation primaire, qui prend un certain temps. Donc, lorsque, au bout du temps de l'exploitation de l'ouvrage, il va y avoir une consolidation du sol, cette argile, après quelques années, jusqu'à la fin de la consolidation, n'est plus avec CU égale 100 kPa. Elle va se consolider et elle va avoir des caractéristiques consolidées drainées, C', Φ'. Donc, la différence entre le court terme et le long terme, il faut toujours le comprendre comme ça. Le court terme, c'est lorsque je viens d'appliquer la charge sur le sol fin saturé. Donc, il a des caractéristiques de résistance à court terme. Lorsque le sol se consolide sous les charges que vous allez lui transmettre, après un certain temps, qu'il soit court ou long, à ce moment-là, il va être ce qu'on appelle consolidé drainé. Et à ce moment-là, vous devez utiliser les paramètres C' et Φ', cohésion effective ou cohésion drainée, nombre de frottement effectif ou drainé. Donc, c'est comme ça qu'il faut, on va dire, comprendre le problème. Si c'était sur un sable, le sable ou un sol pulvérulent ne sera pas dans cette configuration. Pourquoi? Parce que nous avons dit que son temps de consolidation, il est instantané. D'accord?
Donc, et tout ça, c'est la différence. Donc, dorénavant, lorsque vous avez donc un cas où vous trouvez la cohésion en l'angle de frottement à court terme et à long terme, vous devez faire deux calculs. OK? Donc, ici, lorsqu'on voit cette formule-là, avec CU égale 100 kPa et FIU égale 0, donc vous pouvez, je pense la dernière fois, j'ai bien précisé ces valeurs-là. Donc, vous avez le tableau sur lequel vous pouvez revenir de NC, NQ, N gamma, et vous trouvez que NQ égale 1, N gamma égale 0, NC c'est 1,14. Donc, lorsque vous mettez N gamma égale 0, ce terme s'annule. Lorsque vous allez prendre gamma 1D fois 1, votre gamma 1D, lorsque vous allez l'enlever de gamma 1D de P ultime, P net moins gamma 1D, ça va être 0, il va rester juste CUNC, CUNC. D'accord? Donc, Q admissible, ce que je viens de dire, CUNC, c'est Q net divisé par F, c'est-à-dire 3, plus gamma 1D. D'accord? Donc, sachant que CU est égal à 100 kPa. OK? CU 100 kPa. Le coefficient de sécurité, bien sûr, il faut le prendre égal à 3. Et vous voyez que le terme de profondeur est de combien? 17 gamma, enfin, gamma 1, pour moi, gamma 1, 17 fois 1,5. D'accord? Donc, vous allez avoir la contrainte admissible à court terme, compte tenu de ces valeurs, qui est égale à 514 divisé par 3 plus 17 fois 1,5, qui vous donne 196,8 kPa. Donc, c'est à peu près 2 bars de 100 kPa. C'est-à-dire, pour être plus simple, lorsque le bâtiment vient d'être construit, au fait, les semelles que vous avez construites pour ce bâtiment, vous pouvez mettre dessus 200 kPa et vous n'avez pas de souci pour la capacité portante, pas pour autre chose, le tassement par exemple. D'accord? Mais sachez que cette contrainte correspond, on va dire, à la configuration où la couche d'argile n'est pas consolidée sous l'action de la charge. OK? Maintenant, nous allons dire, sous l'action de cette charge qu'on aurait émise, le sol va se consolider. Je veux dire l'argile, parce que ça, c'est le sol de fondation. OK? Et à ce moment-là, au cours du temps, le sol, ses paramètres ou ses caractéristiques de résistance au cisaillement changent et ils ne vont plus être CU égale 100, FI égale 0. Après peut-être 4-5 ans, elles vont être C' 5 kPa et FI' 19 degrés. Donc, il faut vérifier dans cette phase-là que la même capacité portante admissible, qu'est-ce qu'elle va devenir? Bien sûr, puisque C' et Φ' sont de nouvelles valeurs, bien sûr, il va falloir à ce moment-là il faut faire attention. Consolider, l'argile est consolidée, c'est-à-dire on raisonne maintenant en contraintes effectives. C'est-à-dire que les contraintes transmises sont des contraintes transmises vers les grains. Et à ce moment-là, lorsqu'on va calculer en contrainte effective, il faut bien analyser le niveau de la nappe. D'accord? Donc, la dernière fois, lorsqu'on avait parlé du niveau de la nappe, nous avons dit qu'il va y avoir 3 cas pour le niveau de la nappe. D'accord? C'est-à-dire le cas où le niveau de la nappe est en surface, ou bien, juste comme nous l'avons ici, le niveau de la nappe il est là. Le niveau de la nappe, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ce qu'on appelle au niveau d'assise de la semelle. OK? Ou bien il peut se trouver à une grande profondeur. Et là, lorsque vous revenez à l'expression de la capacité portante admissible, vous allez avoir, on va dire, un nouveau calcul à faire. Allez, la cohésion maintenant, elle est C'. C' qui est égal à les 5 kPa. OK? Et le Φ', il est égal à 19. OK? Donc, Φ' égale à 19. Il faut calculer les valeurs de NQ, N gamma et NC pour Φ égale 19. Voilà, vous avez les valeurs. Vous pouvez revenir au tableau que j'ai présenté dans l'avant-dernier transparent. Vous allez chercher ces valeurs-là. Mais il faut faire très attention. Le niveau de la nappe, comme je l'ai dit, il est là. Donc, pour le terme de surface en proportionnel à B, il faut le faire en contrainte effective. Il ne faut pas mettre gamma, il faut mettre gamma prime. D'accord?
Bien sûr, ici, on a mis gamma 1D. Pourquoi? Parce que là, la pression interstitielle est égale à 0. Sigma égale à sigma prime. OK? Et voilà, vous avez un calcul, on va dire, nouveau à faire. Ben, ce calcul va être, on va calculer la même chose. Ça, c'est P ultime. D'accord? On va retrancher gamma 1D. Donc, Q ultime, je te le dis. C'est la même chose, mais ici, gamma 1D fois NQ moins 1. Vous allez avoir en fait multiplié par 5,8 moins 1, le premier terme, 4,8. OK? Ça, c'est Q net que je viens de dire. Ben, voilà, Q ultime moins gamma 1D. Il faut la Quoi diviser. n qui moins 1, professeur? Comment? Quoi n qui moins 1? Oui, lorsque vous voyez cette expression, regarde. Lorsqu'on voit Q net égale Q ultime moins gamma 1D. D'accord? Ça veut dire, voilà, P ou Q ultime, c'est la même chose. Voilà P ultime. Il faut retrancher gamma 1D. Vous allez avoir gamma 1D fois NQ de phi moins 1. OK? Plus ces deux termes. Ça, c'est ce qu'on appelle la capacité portante nette. Maintenant, cette capacité portante nette, pour calculer Q admissible, il faut la diviser par 3. D'accord? La divise par 3. Donc, vous allez avoir Q net divisé par 3. Et de nouveau, on ajoute gamma 1D. Nous avons expliqué ça la dernière fois parce que ce terme, il n'y a pas de sécurité sur gamma 1D. Gamma 1D, c'est un terme clair. Quand on dit on va rembler 1,5 mètre sur la semelle, on ne va pas se tromper sur 1,5 mètre et le poids volumique. Vous comprenez? Mais la sécurité dont on a parlé la dernière fois, elle apparaît ici. OK? Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez bien sûr constater? Donc, vous allez constater, lorsque vous allez mettre toutes ces valeurs, phi prime, donnant NQ, N gamma, NC et gamma prime, et B égale 2 mètres, vous voyez que... Gamma prime, professeur, n'est-ce pas égal gamma, puisque le niveau de la nappe est au niveau d'assise? Ah non, 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 non. Qui fait gamma prime égale gamma saturé moins gamma W. Gamma prime, le poids volumique des sols déjaugés, ça c'est des notions de mécanique des sols 1. D'accord? Donc, je peux juste écrire ici que gamma prime égale gamma saturé moins gamma W. Gamma saturé. On va mettre saturé comme ça pour remettre avec le bon, on va dire, caractère. Mais, donc, on va mettre tout ça. Gamma saturé, on va mettre les bon. Donc, saturé, moins W. D'accord. Le gamma saturé, c'est-à-dire que c'est le poids volumique total. Hein? Ah, quand même là. Le gamma saturé, c'est le poids volumique total. T'es là, qui est égal à, pour l'argile, je pense, 20. Hein? Le gamma W. T'es donc ça. Professeur, gamma saturé. Et gamma saturé, c'est le poids volumique total du sol saturé. Vous voyez ici là, le niveau de la nappe. Vous voyez le niveau de la nappe? Le niveau de la nappe. Oui, on le voit, professeur. Oui, ben, à ce moment-là, pour le terme de surface, qu'est-ce que nous avons dit? Pour le terme de surface, il est proportionnel à B. Il intervient ici. C'est le gamma du sol d'assise. C'est le gamma du sol d'assise. D'accord? Donc, le gamma, d'après les données de l'exercice. OK. Donc, on va revenir rapidement au mode diaporama. Le gamma, il est égal à combien? Égal à 19. Voilà. OK? Le gamma égal à 19. Donc, gamma prime, c'est 19 moins 10. Ça fait 9. C'est bon. C'est bon. D'accord. Donc, maintenant, lorsque vous calculez cette nouvelle valeur avec ces paramètres-là, vous trouvez 102,3 kPa.
102,3, c'est bien loin de pratiquement 2. C'est pratiquement la moitié. Ouais, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que votre couche d'argile qui est là, après un certain temps relativement peut-être long, lorsque les semelles chargées vont consolider le sol, enfin, la résistance au poinçonnement, elle va diminuer d'après ce calcul. Vous avez compris? C'est-à-dire, la fin de consolidation de la couche d'argile, vous allez avoir ces nouvelles valeurs, phi', C', qu'on vient de donner. Et vous pouvez même remarquer, si vous revenez un peu à votre cours de résistance au cisaillement, lorsque C' est positif, l'argile, on dit, elle est surconsolidée. On a expliqué ça dans le cours de résistance au cisaillement. Et en général, ça, c'est pas, on va dire, quelque chose de vrai absolument. La stabilité à long terme des argiles surconsolidées montre que la stabilité à long terme, en général, elle est plus défavorable. Qu'est-ce que cela veut dire, plus défavorable? C'est-à-dire qu'elle est plus contraignante que celle à court terme. Donc, vous pouvez, par exemple, vous dire, mais comment ceci se fait? C'est-à-dire comment, sur le même sol, lorsque je vais juste à la fin de la construction du bâtiment, si je peux appliquer 2 barres, la portance, elle tient avec 2 barres, et puis elle va chuter, elle va diminuer, parce que l'état du sol n'est plus le même, parce que le sol va être consolidé sous l'action du chargement de la semelle. D'accord? Et ceci, c'est l'importance de vérifier ce qu'on appelle à court terme et à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant pour conclure? On va dire, à court terme, au fait, nous pouvons appliquer pratiquement 2 barres. À long terme, il s'avère qu'on ne peut appliquer que 1 barre. Alors, pour conclure, bien sûr, quel est dans le cas qu'on va considérer? C'est le cas le plus défavorable. Vous ne pouvez pas mettre 2 barres et par la suite, après quelques années, vous allez avoir le facteur de sécurité vis-à-vis du poinçonnement qui va diminuer si vous allez mettre cette valeur. Donc, pour conclure, la charge admissible à appliquer est juste la valeur à long terme qu'on vient de trouver, fois B. Ça, c'est la force qu'il faut appliquer parce que lui, il a demandé la force ou une charge qu'on peut appliquer. Alors, on a pris celle qui correspond à la contrainte admissible à long terme, puisqu'on a calculé avec C', C', le niveau de la nappe, etc. D'accord? Donc, ça veut dire que ces semelles ne peuvent pas être chargées par une force qui dépasse pratiquement 205 kN par mètre linéaire, ça veut dire à peu près 20 tonnes force. D'accord? Et ceci, c'est important. Donc, lorsque vous avez des sols argileux sur lesquels il faut construire, il faut toujours analyser les cas à court terme et à long terme. Comme vous voyez, lorsqu'on a fait le calcul en premier lieu, on a considéré la contrainte totale à court terme. On n'a pas parlé de gamma prime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est important. Ça, c'est l'objectif numéro 1 de cet exercice qu'on est en train de faire. Lorsqu'on a un sol fin, saturé, ne jamais oublier les vérifications à court terme et à long terme. Et ceci, c'est systématique. Court terme en contrainte totale, long terme en contrainte effective. OK? Bon, par la suite, la dernière question. Au fait, c'est une application, on va dire, simple. Pourquoi? Parce qu'il dit que on suppose que cette charge n'est plus centrée. Et au fait, par rapport à l'axe géométrique de la semelle, elle est un peu décalée par quelque chose. Ça peut être un remblai, ça peut être l'action du sol. On va voir ça tout à l'heure dans le deuxième exercice. Donc, il dit quelles seraient les valeurs de la charge P qu'on peut appliquer par cette fondation dans ce deuxième cas. Bien sûr, ici, bon, nous avons, on va dire, la même expression, c'est la semelle filante. Comme on a fait les calculs court terme ou à la long terme, la valeur admissible, mais nous savons très bien, comme l'indique ce schéma, plus ou moins, donc on va dire clair, en bleu c'est l'axe géométrique et en rouge c'est un peu, on va dire, le débord par rapport à l'axe géométrique X. Donc ça veut dire si la charge P va être à 0,3 mètres de l'axe géométrique,
Donc, nous avons dit que c'est comme si on raisonne pour une semelle fictive, mais dont la largeur, elle est réduite. C'est-à-dire, c'est comme si notre semelle, elle va être une semelle de largeur des primes, semelle de largeur des primes, il faut des primes maintenant. Et ça, c'est la moitié de la semelle. Ça, c'est des primes sur 2. Et ça, des primes sur 2. Donc, vous allez, au fait, on va dire, perdre de point de vue efficacité pour le chargement 2 fois XE. Et la largeur serait juste de 1,4. Si XE égale 0,3, B' sera 2 moins 2 fois 0,3, ça fait 1,4 mètres. D'accord? C'est-à-dire que la semelle, bien que sa largeur soit de mètres, pour le calcul, pour déterminer la charge admissible, vous allez considérer 1,4 mètres. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recalculer P ultime, Q net et Q admissible. Juste, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici des primes, c'est tout. On va refaire les calculs et on va mettre des primes ici. OK? Et le reste valable. OK? Le reste, c'est comme le calcul qu'on a trouvé pour le 102. D'accord? Mais par la suite, qu'est-ce qu'on va écrire? Ça, c'est la force. Donc, la force va être égale à combien? Si on va calculer P' admissible en termes de contrainte, on va faire comme ici. Qu'est-ce qu'on a fait ici? P admissible, la force. D'accord? Donc, là, là, il y a un petit problème parce que il fallait écrire multiplié par B ici, parce que ça, c'est la contrainte. Donc, il faut mettre multiplié par B. Voilà. Multiplié par B. D'accord? Pour avoir cette valeur correcte. Donc, et là, j'ai donné juste directement le résultat. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Là, c'est la force, puisque c'est le paramètre linéaire. Il faut multiplier la valeur admissible à long terme, les 102,3 fois 2. Après, je dis de 104,6. Maintenant, lorsque j'ai une semelle de largeur des primes, je vais refaire ce calcul qui fait le même calcul, au lieu de mettre égal 2, je dois aller 1,4. Vous allez calculer la même contrainte à long terme. Mais attention, vous devez la multiplier par B'. مش معناتها ايش تكون؟ باش تكون appliquer 200, mais là, il va y avoir facilement 30% de différence. La charge admissible est à cause de B. Et ceci est évident parce que lorsque vous chargez un peu avec un décalage, on va dire, excentrement, donc l'électricité de l'autre côté beaucoup moins. Monsieur, monsieur, نعرفش كان تسمع فيه مسيو ظهر لي عندك بروبليم تاع كونيكسيون مسيو صوتك ميم با يوصل. Ah, d'accord. Je ne sais pas.
Mais je pense qu'il y a, enfin, de mon côté, une chute de la connexion. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous m'écoutez? C'est bon, professeur, on vous écoute. Hein? Vous arrivez à m'écouter? La connexion, parfois, fait un chute. Désolé. Oui, on vous écoute. Maintenant, vous me suivez? Oui, maintenant, il n'y a pas de rupture. On vous écoute sans rupture. Ben, d'accord, d'accord. Merci. OK. Donc, voilà, je pense que maintenant, nous avons, on va dire, terminé l'exercice numéro 1. D'accord? L'exercice numéro 1, je rappelle, qui portait sur le cas de la semaine filante. D'accord? Pour laquelle il faut faire deux calculs à court terme et à long terme. Et par la suite, juste, nous avons vu une situation où la charge n'est plus centrée, elle est excentrée. OK? Bien. On va maintenant s'acheminer à l'exercice numéro 2. En fait, c'est dans la série que j'ai envoyée, 7-10. Alors, cet exercice, il évoque, on va dire, une façon de travailler qui est peut-être typique à la Tunisie, certainement, mais on va voir un peu l'intérêt et peut-être pas l'intérêt de cette façon de faire. Donc, vous voyez ici, on présente une semelle en béton armé. Cette semelle, elle est carrée de largeur B, d'accord? Elle est carrée. Elle transmet après une charge de 1000 kN. Okay? Et l'idée consiste à quoi? Nous avons en fait le sol une argile pour laquelle les paramètres sont comme vous voyez, CU 70 kPa, FU égale 0. Et au-dessous de l'argile, nous avons une autre couche. Donc l'idée consiste à dire, au lieu de transmettre cette charge sur l'argile, parce que la contrainte admissible qu'on va voir n'est pas très grande, sera par exemple 2 bars, quelque chose comme ça, on va substituer cette couche d'argile par du gros béton. Du gros béton. Donc, le gros béton, vous connaissez, c'est quoi le béton? D'accord? Mais ce n'est pas un béton armé. On dit gros béton de poids volumique que 23 kN. Donc, quel est l'avantage de ce gros béton? C'est qu'il a une résistance à la compression de 500 kPa ou parfois 600 kPa. C'est-à-dire que vis-à-vis du poinçonnement, il a une meilleure résistance qu'une couche de sol, c'est évident, puisque sa résistance à la compression admissible, c'est-à-dire la valeur que vous pouvez appliquer peut arriver pratiquement à 550 kPa. Donc, l'idée, c'est de mettre ou appliquer une contrainte plus grande sur la couche de gros béton, de sorte que cette contrainte, lorsqu'elle va arriver à la couche d'argile, elle va être, on va dire, plus petite, et à ce moment-là, vous gagnez sur le chargement que vous allez appliquer. C'est ça l'idée. L'idée, c'est, on va dire, transformer notre sol pour appliquer une charge un peu plus importante par rapport au sol existant, et par la suite, il faut faire les vérifications de prime. Si j'imagine que là, je mettrai 550 kPa sur le gros béton, il faut vérifier que la contrainte qui va venir sur l'argile ici, elle est admissible. C'est comme si nous allons avoir maintenant une nouvelle semelle de largeur non plus B, mais B plus 2A, et que la contrainte transmise sur l'argile, sur cette largeur B plus 2A, va être également elle-même admissible. OK? Et c'est ce que nous appelons la semelle fictive. OK? Mais encore, ce cas-là, il est intéressant. Pourquoi? Parce que pas très loin on va dire, pas très loin, vous allez avoir une autre couche de sable lâche, qui est juste à 2,5 mètres. Même si vous vérifiez que la contrainte transmise sur l'argile est admissible, il va falloir faire un calcul similaire pour vérifier que la contrainte transmise sur le sable lâche est elle-même admissible. Donc, vous avez ce qu'on appelle une double vérification. Une double vérification de la capacité portante. OK? L'objectif de l'exercice, c'est de calculer l'épaisseur de la couche de gros béton si bien sûr, on
dit que cette surlargeur à donner à la semelle de gros béton par rapport à la semelle initiale est égale à A. OK? Donc, voilà un peu l'objectif de l'exercice. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est découvrir ce qu'on appelle du gros béton, mais faire les vérifications de semelles fictives. D'accord? Alors, maintenant, lorsqu'on va considérer ce problème, donc ici, j'ai mis un peu l'objectif ou l'intérêt de mettre une couche de gros béton. Donc, bon, ici, j'ai mis 600 kPa parce que vous pouvez avoir 600, 550, 600. Et j'ai dit que cette valeur admissible pourrait facilement être 2,5 à 3 fois la contrainte admissible courante sur le sol de question. Donc, pour répondre à la première question, je parle déterminer la largeur B de la semelle en mettant en mais en supposant que la couche de gros béton travaille à la compression admissible. J'ai une force de 1000 kN qui va être appliquée par une semelle carrée de côté B, à la surface B carré. Il faut que la contrainte transmise P sur B carré ne doit jamais dépasser la valeur de résistance admissible du gros béton. Le chargement réel, cette condition que je suis en train de dire, pour aller doucement, elle vient de ce que j'ai écrit ici. Vous voyez cette condition-là? Qu'est-ce qui est écrit ici? Q admissible doit être supérieur ou égal à Q réel. Le chargement réel de la semelle carrée, c'est la force P divisée par B carré. Donc, je dois écrire P sur B carré inférieur à la valeur admissible. Mais la valeur admissible du gros béton, elle m'est donnée. C'est une donnée. De ce fait, je vais écrire tout simplement P divisé par B fois B est inférieur ou égal à RC gros béton. Résistance à la compressible, résistance à la compression admissible du gros béton. Donc, à ce moment-là, vous allez déterminer B de cette manière simple. Parce que vous voulez avoir B. Donc, si vous remplacez 1000 divisé par 550 racine carrée, vous allez trouver que B, au minimum, doit être égal à 1,35. Mais on peut, par exemple, choisir 1,4. Vous gagnez toujours un peu sur la sécurité. D'accord? Est-ce que l'explication est claire pour vous? Oui, professeur, c'est clair. C'est clair? Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas d'intervenir. Maintenant, comment on calcule l'épaisseur de la couche de gros béton? Cette épaisseur 2A. Ceci, au fait, repose sur la notion de semelle fictive elle-même. Vous vous souvenez, la dernière fois dans le cours, nous avons dit que nous faisons l'hypothèse d'une transmission de charge avec un surlargeur sur la semelle fictive à considérer, en considérant que la surlargeur vérifie à peu près tangente psi égale 1,5. C'est quoi ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que j'essaie de le faire sur, par exemple, ici, regardez bien. Lorsque la contrainte, maintenant qu'on vient de calculer 1000 sur, par exemple, 1,4 est appliquée ici, en profondeur, elle va diminuer, mais elle va être appliquée sur une largeur plus grande. Et vous voyez ici que lorsque je dis ça, c'est 2A, pardon, ça veut dire que la tangente de l'angle au bord de la semelle, c'est quoi? Elle est égale à combien? Elle est égale à A sur 2A, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si maintenant, je vais, par exemple, tracer cette ligne oblique qui va du côté de la semelle de largeur B à celle de largeur B plus 2A. Vous allez avoir une surlargeur parce que les contraintes s'amplifient en largeur sous les semelles. OK? Et pour coiffer toute cette amplification, on peut prendre juste un demi. Et c'est ça l'hypothèse. L'hypothèse, c'est comme si la charge P appliquée sur B carré serait elle-même appliquée sur une largeur B', d'après cette loi, qui est égale à B plus 2A au carré. Mais bien sûr, à laquelle il faut ajouter le poids du gros béton fois son épaisseur.
Donc, voilà l'idée essentielle. Vous avez compris? La notion de semelle fictive, c'est de dire, c'est comme si j'avais une équivalence entre les contraintes par rapport aux surfaces. Si j'applique P sur B carré ici, je vais au fait appliquer une même contrainte équivalente qui va être Q' inférieure, mais sur une surface beaucoup plus grande. D'accord? Donc, pour calculer, parce que la question numéro 2, déterminer la largeur B, etc., on l'a fait, calculer l'épaisseur de la couche de gros béton. C'est-à-dire, on veut calculer 2A. Mais 2A est calculé en disant que là, j'ai un débord de A. D'accord? Donc, l'équation à écrire maintenant, c'est calculer la contrainte qui va être exercée par la semelle de gros béton sur la couche d'argile. D'accord? Et c'est ce qu'on est en train, c'est ce qu'on peut écrire ici. D'accord? C'est-à-dire la contrainte réelle. D'accord? Cette contrainte réelle, elle est égale, la voilà. Vous voyez la contrainte réelle? Je l'ai mise ici. Ah. C'est quoi? P divisé par B plus 2A carré. C'est la contrainte réelle appliquée par la semelle, mais au niveau, à quel niveau? Au niveau de la couche d'argile. OK? Et la question, au fait, elle est posée dans le sens, il dit déterminer l'épaisseur de la couche de gros béton, OK? En supposant que la contrainte transmise par le gros béton au sol est égale à la contrainte admissible de la semelle en gros béton. Maintenant, c'est comme si nous allons faire un calcul d'une semelle qui n'est plus là. Notre semelle, elle est là, vous voyez? Notre semelle, elle a une largeur B plus 2A et elle est carrée. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir calculer sa contrainte admissible à ce niveau-là. OK? Et par la suite, dire que cette contrainte admissible, elle doit être égale à la contrainte transmise d'en haut, c'est-à-dire 1000 kN, sans oublier le poids du gros béton. Okay? Parce que la contrainte verticale, bien sûr, elle va être là. Et c'est ce qu'on va faire. On va maintenant avoir une semelle carrée, mais faites attention, avec ces paramètres-là, pour l'argile, qu'est-ce qu'on a pour calculer la contrainte? On a encore des valeurs à court terme, juste. Phi U égale 0, CU égale 70 kPa. Donc, on va être dans le cas de tout à l'heure de l'exercice précédent pour le court terme. Vous vous rappelez, pour cet exercice-là, lorsqu'on avait fait les calculs, qu'est-ce qu'on avait écrit? On avait dit que comme phi U égale 0, nous allons avoir NQ égale 1, N gamma égale 0. OK? Alors, faites attention, nous avons une semelle carrée. Ne jamais oublier dans l'expression 1,3. D'accord? Mais le terme en N gamma, il est égal à 0. Parce que phi est égal à 0, N gamma égale 0. Qu'est-ce qu'il va rester donc? Il va rester le terme de profondeur. Mais le terme de profondeur, faites attention, il est au niveau de la couche d'argile à prendre. C'est gamma 1D plus gamma gros béton fois 2A. Donc, je reviens ici. Puisque notre semelle, elle est là. La valeur de D à considérer, c'est la profondeur à partir de la surface, qui est égale à combien? Le poids volumique du remblai est de 18 fois 1,5, plus quoi encore? Le poids du gros béton, 23 fois 2A. C'est pour cela qu'on a mis cette valeur. Vous avez vu? Plus 1,3 CUNC. D'accord? Donc, ici, attendez, ici. Normalement, ici, ce qu'on a, c'est... Il y a une petite faute ici. C'est Q admissible, ça, c'est Q ultime. Ça, c'est Q ultime. Q ultime, lorsque nous allons... il faut que je rectifie. Comme je l'ai mis à peu près... Voilà, il faut écrire comme cela. OK? OK. Donc, Q net, vous allez avoir juste le terme CUNC divisé par 3, je pense qu'on a mis. Voilà, il faut mettre quelque chose comme ça. Donc, équipé admissible, on peut la rectifier, pas de problème, Q admissible. Donc, je peux écrire ici de manière simple pour ne pas prendre beaucoup de temps. Ça, c'est Q ultime.
OK. Bien sûr, par la suite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir tout simplement enlever ce terme-là, gamma 1D. Donc, vous allez chercher Q admissible gros béton comment? Vous allez enlever cette valeur pour avoir Q net. Vous allez diviser par 3. Vous allez écrire 1,3 CU qui est égal à KDH 70. NC 7,14 divisé par 3 plus gamma 1D. OK? Et vous calculez, bien sûr. Mais tout ceci, faites attention, c'est en fonction de 2A qu'on veut déterminer. Donc là, vous allez avoir une équation où l'inconnu est A, ou 2A comme vous voulez, et vous allez écrire juste P réel, là voilà P réel, la charge réelle appliquée, les P divisé par B plus 2A au carré, est égal à Q admissible gros béton, qui tout simplement est égal à combien? Est égal à cette valeur moins gamma 1D, tout simplement ce terme-là. Ce terme-là divisé par 3, plus encore gamma 1D. Et à ce moment-là, vous allez avoir une équation du deuxième degré, d'accord, en A que vous allez résoudre. Donc, est-ce que vous avez compris, on va dire, ce passage-là? Maintenant, pour vous, la semelle considérée n'est plus celle-ci. La semelle considérée, c'est celle qui est en bas du gros béton. Pour cette semelle, c'est comme si là, nous avons un grand bloc comme ça. Ça, c'est la semelle et ça, c'est la charge sur la semelle. Donc, la profondeur de la semelle, c'est 1,5 plus 2A. OK? Et le terme de profondeur, on l'a calculé. Donc, on va tout simplement vérifier quelle est la contrainte admissible de cette semelle posée sur cette argile. Donc, il va falloir faire un calcul comme auparavant. LQ égale 1, N gamma égale 0, NC c'est 1,14. Et par la suite, vous dites que cette contrainte admissible, il faut que je l'égalise avec la contrainte réellement transmise. OK? Et là, vous allez avoir une équation en A, bien sûr, à résoudre. L'équation du deuxième degré. Vous voyez ici B plus 2A au carré. Donc, vous allez avoir cette valeur est égale à 1,3 CNC divisé par 3 plus cette valeur-là qui est encore avec A. Vous devez vous réarranger et vous serez sûr de trouver à peu près A égale 0,5 mètres. Parce que vous résolvez cette équation-là, vous allez trouver A égale 0,5 mètres. Et de ce fait, la largeur de la semelle maintenant du gros béton sur la couche d'argile est égale à 2,4. OK? Mais là, qu'est-ce qu'on a? On peut dire que c'est un dimensionnement optimisé. Pourquoi? Parce que nous avons fait travailler le gros béton à sa valeur admissible. Vous imaginez que cette semelle de largeur, B, on a trouvé 1,4. Donc, on a, pour essayer de comprendre, ces 1000 kilonewtons, on peut les appliquer sur le gros béton avec une largeur juste 1,4. Mais cette contrainte, elle va diminuer au niveau de la couche d'argile. Et on veut que cette contrainte soit égale à la contrainte admissible de l'argile. On veut aller jusqu'au maximum. Ben, il faut assurer après 0,5 de part et d'autre. Donc, vous allez avoir une semelle de largeur de côté 2,4 mètres. D'accord? À ce moment-là, vous pouvez donc, vous avez optimisé le chargement. C'est-à-dire, d'une autre manière, il était difficile d'appliquer directement 1000 kN sur l'argile comme tel si vous n'avez pas fait le gros béton dont la résistance aux compressions elle est relativement grande. D'accord? Donc, voilà un peu le résultat. Donc là, il n'y a pas le détail juste de cette équation. Bon, c'est pas difficile. Vous pouvez la résoudre. Ouais, OK. Mais vous avez compris la démarche. C'est ça qui est En pratique, comment on peut faire ce genre? Comment on peut faire? En pratique, comment on peut modifier la largeur de la semelle?
Ah non, pas, non, ils ne font pas comme ça. Ils font une fouille beaucoup plus grande, c'est-à-dire, en réalité, c'est pas difficile. En réalité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, si on a une semelle à faire comme ça, ils vont aller jusqu'à la profondeur 2,5, 2,5, hein, 2,5. Donc, ils vont faire une semelle un peu plus, enfin, une fouille un peu plus grande, si elle est carrée. Ils vont la faire 2,5 fois 2,5. Et le gros béton, d'accord? Ils vont couler le gros béton, bon, souvent avec des couffrages perdus, comme on a montré tout à l'heure. Donc, vous allez avoir au fond de la fouille, ça c'est du vide, et là vous avez du gros béton. De quelle dimension? 2,4 par 2,4. OK? Et par la suite, vous allez construire votre semelle en béton armé ici, bien sûr, avec le coffrage qu'il faut. D'accord? Et par la suite, bien sûr, vous allez faire monter votre structure et par la suite, vous allez remblayer. D'accord? Mais cette pratique, pardon, elle n'est pas toujours, comment dire, elle n'est pas toujours optimisée. Le problème, c'est que, comment l'exprimer? Le problème, c'est que c'est devenu systématique. Parfois, on a des ingénieurs qui ne raisonnent plus correctement. Hein? Même si vous avez un sol dur, ça c'est la réalité tunisienne, hein? Je ne dis pas n'importe quoi. Même si le sol il est très bon, supposons que vous avez un sable très dense. Le sable très dense n'a pas besoin, il a une capacité portante pour des semelles, on va dire de taille courante, pratiquement de 3 bars. Ben, pourquoi faire du gros béton? D'accord? Donc le gros béton, c'est pas systématique, c'est ce que je veux dire. C'est quelque chose qui peut être intéressant, par exemple, dans ce cas-là. Mais c'est pas systématique. OK? J'espère que vous m'avez compris. C'est bon. Voilà. Bon, maintenant, on a compris que la contrainte réelle appliquée sur la couche d'argile est admissible. Encore, si vous regardez bien, ben, ici, vous n'êtes plus loin de la couche de sable. Vous n'êtes plus loin de la couche de sable. Ça fait combien? Là, on a 2,5 mètres. Oui, 2,5 mètres. Là, c'est 1 mètre. Donc, ça, c'est combien? C'est 1,5 mètre. C'est 1,5 mètre. Alors, la semelle, faites attention, elle est 2,4. 2,4 largeur. Elle va engendrer une contrainte qui est intéressante sur la couche de sable. Elle-même, cette contrainte qui est là, vous allez calculer de nouveau une semelle fictive sur le sable lâche. Vous avez compris? C'est comme si, au lieu d'avoir une largeur B plus 2A, vous allez avoir B plus 2A plus 2A', si vous voulez. Bien sûr, qui vous donne avec ça 1,5. Donc ça, c'est 2A. Notre A', on va dire, il va être, on peut le calculer. Hein. Donc A', c'est combien? Ça fait X sur 1,5 égale tangente 1,5. Voilà. X sur 1,5 égale 0,5. Donc ça fait 0,75. Vous allez avoir une autre semelle fictive. Hein. Mais la semelle en gros béton, elle est réelle. Mais la semelle qui est là, elle est fictive. C'est-à-dire, on ne voit pas sa largeur. Vous allez faire le même raisonnement, comme j'ai dit. La contrainte va s'amplifier comme ça. Et vous allez calculer pour le sable lâche une contrainte admissible, mais bien sûr avec ses paramètres. Donc, j'ai oublié de dire que pour le sable lâche, parce que ça n'a pas été pris avec la figure, voilà pour le sable lâche les paramètres. Phi' égale 25 degrés, et bien sûr, C' égale 0, parce que c'est un sable lâche, donc C' égale 0. Vous avez compris? Et là, vous allez sentir la différence au point de vue calcul de la capacité portante. Donc, pour le sable, il est saturé, si vous faites attention à la figure. La nappe, elle est là. Le sable est saturé.
Pour le sable, il n'y a pas court terme et long terme. Le long terme, c'est l'unique cas à considérer. Okay? Parce que le sable se consolide instantanément. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, de la même manière, calculer la contrainte admissible de cette semelle fictive dans le sable. Pour une largeur, tenez-vous bien, 2,4 plus 1,5. Ça fait 3,9. 3,9. Tefrine. Alors, bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on fait exactement? Avant tout, il faut écrire P ultime. Bon, le sable n'a pas de cohésion. OK? Mais faites attention ici pour les calculs, s'il vous plaît. Le gamma prime, pour le terme de surface, il est clair parce que le sol est saturé. Mais pour le terme de profondeur, ce terme de profondeur, il est vraiment composé. Hein. Le terme, gamma 1D pour la semaine de la couche de sable, je m'échicote. Attention. Il va être. La nappe, elle est là. Il va être égal. 18 fois 1,5. Professeur, on ne vous entend pas. 7, ça fait. Est-ce Comment? que vous pouvez répéter? Avec des répétitions. Ah, pardon. D'accord. Oui, je peux. Je vais répéter. Donc, j'ai dit que le terme de profondeur pour la semelle. Attendez. Le terme de profondeur pour la semelle sur la couche de sable, ce terme-là. Ce terme-là, il est avec un niveau de nappe intermédiaire. C'est-à-dire que le niveau de la nappe, il est où? Il est ici. Mais le terme de profondeur, c'est tout ça. Donc, comment vous allez calculer le terme de profondeur, ce qu'on appelait avant gamma 1D? Le gamma 1D, il va être égal à 18 fois 1,5, sol non saturé, plus la contrainte maintenant effective qui est égale à 10, le gamma prime qu'on a dit tout à l'heure, ce n'est pas 20 moins 10, ça fait 10, fois 2,5. Ces deux valeurs, vous allez les multiplier par le NQ du sable, qui est égal à 10,7. Voilà le premier terme. Et là, vous allez prendre le gamma prime du sable. D'accord? Le gamma prime du sable. Alors, le gamma prime du sable, normalement, il est égal à... j'ai pas mis peut-être les paramètres, mais je peux voir cela. Oui. Parce que j'ai pas pris la valeur de gamma. Donc, je vais essayer de revenir sur le document, hein, s'il vous plaît. Je vais revenir sur le document. Voilà, nous sommes, j'espère, ici. Donc, est-ce qu'il est? Voilà. Voilà pour le sable. Pardon, je suis. On a 7,10, 7,10. Vous patientez un peu, s'il vous plaît, parce que c'est l'exercice 7,10. Là, vous voyez les corrigés des exercices. 7,10. Voilà, le gamma du sable est de 17 km/m. Donc, son gamma prime va être égal à 7. D'accord? Son gamma prime est égal à 7. Donc, lorsqu'on revient à cette figure-là, donc on va ici, au fait, n'oubliez pas, c'est une semelle carrée. C'est une semelle carrée. Et d'après la recommandation de Terzaghi, je pense qu'on peut considérer B sur 4 ou 0,4 quand vous voulez. C'est pas grave. D'accord? B sur 4, c'est-à-dire 0,25 B, ou à la même 0,4 B. Donc, vous avez la valeur de n gamma, vous allez, qui m'a 0,4 ou la 0,25 B, mais le B, lequel? Attention, le B, c'est 3,9, c'est-à-dire la largeur de la semelle fictive sur le sable.
et gamma prime égale à 7. D'accord? Donc, bien sûr, il faut calculer la contrainte, on va dire P', qui est sur la couche de sable. Il faut la comparer par rapport à la valeur admissible de cette semelle sur la couche de sable. Donc, bien sûr, la contrainte réelle sur l'argile est égale à ça. Vous vous souvenez tout à l'heure, la contrainte réelle sur la couche d'argile. Chez B plus 2A plus gamma B fois 2A, on a dit 196. Maintenant, on raisonne pour les deux semelles fictives à quel niveau? C'est au niveau de le gros béton sur la couche d'argile. De là, qu'est-ce qui va aller sur la couche de sable? Donc, je vais mettre en diaporama pour bien voir cela. Là, on est en train de dire que la contrainte appliquée ici, sur une largeur, nous avons calculé 2,4, parce que 1,4 plus 2 fois 0,5, 2,4. Cette contrainte appliquée ici sur la semelle carrée de côté de 2,4, elle va être équivalente à une semelle de largeur plus grande, qui va être Pradesh. Il faut ajouter l'épaisseur. 2,4 plus 1,5, 2,4 plus 3,9. Donc, vous allez calculer la contrainte P' sur le sable d'après cette équivalence entre les contraintes. Donc, vous avez à peu près la même contrainte, mais auquel il faut ajouter le poids dû à cette épaisseur de la couche d'argile. De ce fait, vous allez avoir, ici, regardez bien, P' sur la couche de sable, c'est P' réel de la couche d'argile, fois le rapport des sections, celle qui correspond à la couche d'argile et celle qui correspond à la couche de sable. 2,4 sur 3,9, bien sûr, au carré, parce que c'est des semelles carrées, plus 20 fois 1,5. Donc, vous comprenez que la contrainte transmise sur la couche de sable est égale à 104 kPa. OK? Ceci après avoir dit qu'on applique 550 kPa sur le gros béton et que sur la couche d'argile, vous voyez combien on a appliqué? 196. Et vous voyez ici l'intérêt de la semelle filante. Hein? P réel argile égale 196, pratiquement 200 kPa. OK? Et sur la couche de sable, cette contrainte arrive avec à peu près la moitié, 104 kPa. OK? Donc, avant de conclure, vous devez comprendre un peu ça. Par ce système-là, je peux appliquer ici 500 kPa. Ce qui me donne à peu près 200 kPa. Ce qui me donne ici après 100 kPa. Donc, le système, on va dire, il est optimisé. Il fonctionne bien ici. D'accord? Et là, la chose la plus importante. OK? Bien sûr, compte tenu de tout ça, on calcule à partir de cette expression que la contrainte admissible sur cette semelle fictive de la couche de sable est égale à 256. D'accord? Celle que je viens de décrire. Et cette contrainte est égale à quoi? Est égale à celle-ci, moins gamma 1D, comme on l'a dit tout à l'heure, divisé par 3, plus gamma 1D. Et ceci vous donne 256 kPa. D'accord? Donc, on comprend que la semelle fictive sur la couche de sable est vérifiée. De quel point de vue? Du point de vue que la contrainte réelle qui arrive sur cette couche de sable est de 104 kPa, alors qu'elle, elle peut aller jusqu'à 250 kPa. Et de ce fait, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, dans ce dimensionnement, vous pouvez dire que le dimensionnement, il est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de capacité portante. Les contraintes, là où elles sont appliquées, elles sont admissibles. Mais dans quelles conditions? Celle-ci, elle est vérifiée au maximum, c'est la contrainte admissible du gros béton. Celle-ci est vérifiée au maximum, c'est la contrainte admissible de l'argile. Et celle-ci, elle est vérifiée en toute sécurité parce que là, cette contrainte de 100 kPa, en fait, elle est loin de la contrainte admissible de la couche de sable qui a ces données, l'angle de frottement en H25, et gamma égale à 17, c'est prime égale à 0. Donc, voilà un peu l'objectif de l'exercice numéro 2. Hein? On peut dire cet exercice, c'est vérification des semelles fictives. C'est un peu l'objectif. Mais vous pouvez le faire sans gros béton. Hein?
vous pouvez avoir une situation, vous allez avoir 2 couches de sol successives, sans parler de gros béton. On pourrait poser l'exercice autrement. Il n'y a pas de gros béton, et on vous dit, je ne sais pas moi, déterminer la force qu'on peut appliquer sur la semelle directement sur la couche d'argile. Lorsque vous la calculez, elle ne peut pas être égale à 1000, bien sûr, parce que la capacité portante ne peut pas être 750 kPa. Et à ce moment-là, on va dire, vérifier que la contrainte transmise sur la couche de sable est admissible. Et le problème va être transformé. D'accord? Donc voilà un peu la fin de l'exercice numéro 3. Si vous avez une question, vous pouvez la poser peut-être. Vous avez une question ou vous avez à peu près vu qu'est-ce qu'on obtient avant? Des commentaires, s'il vous plaît. Bon, ça, c'est important parce que les calculs que vous allez faire dorénavant, c'est comme ça. Donc, vous allez faire des calculs de cette manière. N'oubliez pas, la solution en fondation superficielle, elle est toujours, elle doit être toujours vérifiée en premier. D'accord? Donc, il faut être très, on va dire, très prudent. Il faut savoir comment considérer le paramètre. B, est-ce qu'on peut avancer maintenant? J'espère que vous m'écoutez bien. Oui, professeur, on vous écoute. Merci. Mais maintenant, le troisième exercice. Le troisième exercice, il va vous apprendre aussi quelque chose en plus. Bon, notamment, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un peu les charges qui ne sont plus verticales ou centrées. C'est les forces qu'on appelle excentrées et inclinées. Mais on va découvrir ça dans un cadre un peu qui est en relation avec ce que vous avez vu dans le chapitre ouvrage de soutènement. Donc, au fait, ici, qu'est-ce qu'on présente? Bon, on présente, on va dire, l'élément très connu d'une semelle filante qui joue le rôle, enfin, d'un mur voile en béton armé pour une construction avec un sous-sol. Vous voyez que la semelle repose ici par rapport à la surface extérieure du sol de 4 mètres et que par rapport à ce niveau d'assise, elle va être tremblée sur 1,2 mètre et elle transmet 300 kN par mètre linéaire dans la configuration verticale centrée, bien sûr, c'est-à-dire, on va dire, le poids de la semelle et le chargement donnent cette valeur-là. D'accord? Et vous avez en bas une argile sableuse, mais avec des données qui ne sont pas, qui sont différentes, c'est tout pour ne pas dire autre chose. Cette argile, elle est sableuse, ce n'est pas une argile à 100%, et son angle de frottement peut ne pas être égal à 0 à court terme. Vous voyez? Et le niveau de la nappe, il est là. Donc, au fait, qu'est-ce que nous voulons faire? Il dit que la fondation de cette construction en béton armé, sur des semelles filantes de 2 mètres, elle est, comment dire, adimensionnée pour transmettre 300 kN dans la position verticale centrée. On se propose de vérifier la stabilité de cette fondation vis-à-vis du poinçonnement avec les données indiquées sur la figure 16. Bon, mais au fait, comme vous voyez, il y a l'action du sol à prendre en compte. Parce que là, ce que vous voyez du sol ici, ok, donc ça vous rappelle l'action du sol sur le mur voile qui va créer une force horizontale. Ok, et là, on va ouvrir, on va dire, une petite parenthèse sur les ouvrages de soutènement. Il faut bien lire le schéma. Vous voyez que l'élément mur voile, au niveau, on va dire, de, par exemple, la dalle au niveau 0, elle est là. C'est-à-dire, au fait, tout le système est construit. Donc, on n'a pas un mur classique de soutènement. On n'a pas un mur de soutènement pour lequel, on va dire, à droite ou du côté aval, il n'y a rien. Non, non, il y a quelque chose. C'est quoi ça? C'est l'élément hachuré, c'est quoi? Ça, c'est un élément en béton armé qui est liaisonné avec le mur voile et qui va jusqu'au bout du bâtiment. Donc, nous sommes dans la configuration où
le nouveau sous-sol, on peut dire, il est terminé, il est en exploitation. Et dans cette phase-là, parce que les données vont vous le dire, il dit calculer à l'état des terres au repos la force pH exercée par le sol sur le mur fictif Mn. On prendra K0 égale 0,5. On précisera le point d'application de cette force. Vous n'avez pas oublié quand même les états d'équilibre d'un sol pour lesquels, en particulier, on a les terres au repos. Donc, si je me permets de vous poser une question, pourquoi on s'intéresse à K0 ici? Pourquoi, pour ce cas, on s'intéresse à K0? Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Parce que le sol est dans un état de repos. Voilà, parce que non, c'est vrai, le sol ne se déplace pas. Mais il ne se déplace pas parce que le mur le bloque. Parce que cet élément rigide ne laisse pas le mur se déplacer comme ça. Vous avez compris? Maintenant, il y a un déplacement empêché de ce mur voile par la présence de cette dalle en particulier. Vous avez compris? Maintenant, on a une haja fermée, donc ce n'est pas la poussée qu'il faut considérer. D'accord? Ça, c'est important. Hein. Peut-être si, je ne sais pas, d'une manière un peu hâtive, on va dire, mais ça, c'est la poussée du sol. On va calculer la force de poussée. Dans cette figure qui est présentée, vous n'avez pas le droit d'évoquer la poussée. Parce que le sol ne peut pas faire déplacer le mur voile comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le bloque ici. D'accord? Et c'est pour cela qu'on veut déterminer, bien sûr, la force pH exercée par le sol. Sur quoi? Sur le mur fictif. Vous vous rappelez, nous avons dit, lorsqu'il y a du sol comme ça, avec une semelle, le sol dans ce volume M, N, N', ce sol fait partie du mur. Donc, lorsqu'on parle de la poussée des terres sur le sol, elle est appliquée sur ce parement fictif, Mn. D'accord? Sur ce mur fictif, Mn. Okay? Mais sur toute la hauteur, 4 mètres jusqu'au niveau de 6. D'accord? Bon, ce calcul, vous voyez, un problème de fondation superficielle peut évoquer un peu de calcul d'ouvrage de soutènement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Bon, le calcul n'est pas difficile. Hein? Donc, semelle filante B égale 2 mètres, P 300 kN par mètre linéaire vertical centré. Stabilité au poinçonnement, présence d'action horizontale des terres. Les terres au repos, ne jamais oublier ces deux équations. La contrainte horizontale sur une facette verticale, c'est K0 fois la contrainte verticale qui s'applique sur une facette horizontale. Nous sommes, nous, dans le cas où il n'y a pas de pression interstitielle. D'accord? Ici, il n'y a pas de nappe. Hein? Donc, la contrainte effective est égale à la contrainte totale. OK? Donc, ça veut dire que l'action du sol sur le mur fictif Mn avec H égale 4 mètres, c'est tout simplement cette force-là. Hein? Vous calculez ici, puisque K0 égale 0,5. Donc, la valeur de sigma H, elle est combien ici? Ici. Elle est égale gamma, 18 fois 4. Hein? Ça, c'est gamma, ça, c'est sigma V, ou sigma prime V, fois K0, fois 1,5. Puisque la répartition est linéaire, vous allez calculer, comme on a fait auparavant dans les TD, 1,5 de base fois hauteur. C'est ce qui vous donne cette valeur-là, 1,5 K0 gamma rond B H carré. Avec K0, 0,5, vous trouvez que pH 72 kN par mètre linéaire. D'accord? C'est-à-dire, le sol à l'état terre au repos, il exerce sur le mur fictif ER, sur le mur fictif EDA, enfin jusqu'à ce niveau-là, parce que N est là, jusqu'à ce niveau-là, 72 kN par mètre linéaire. Si vous voyez un peu l'ordre de grandeur, ce n'est pas un ordre de grandeur, on va dire, relativement négligeable. 72 par rapport à 300, c'est pratiquement le 1 quart. D'accord, là 300 divisé par 4, c'est 75. Et on nous donne, et on nous dit quel est le point d'application de cette force pH. Bon, nous connaissons très bien que la résultante est toujours au tiers de la base du triangle. C'est-à-dire, si ça, c'est 4 mètres, la force serait appliquée ici
Et cette distance, c'est combien? C'est 4 divisé par 3. D'accord? Donc voilà ce qui donne un peu cette réponse-là. D'accord? Donc maintenant, lorsque nous voulons vérifier la capacité portante admissible de la semelle en question, ben, le problème, c'est que vous n'avez pas juste la charge verticale. Vous allez avoir une charge horizontale, c'est-à-dire, en revenant à la figure, j'ai une force P et j'ai une force PH. Et la résultante des deux va bien sûr faire que la résultante n'est plus centrée et elle n'est plus verticale, elle va être inclinée. D'accord? Et c'est pour cela que maintenant, nous allons dans la deuxième question, calculer la contrainte admissible du sol de formation. On dit compte tenu des forces P et PH, ça veut dire compte tenu de la force verticale et horizontale, sans tenir compte du poids de remblai, parce qu'il y a un petit poids de remblai, nous n'allons pas le considérer, celui-là. Ce n'est pas la peine de le considérer. OK? Donc maintenant, on va faire un petit schéma qui est là. Donc, j'espère qu'il est clair. Hein? Donc, la contrainte admissible de la semelle filante, c'est celle soumise à une charge verticale et une charge horizontale. La résultante, elle est inclinée comme ça. Bon, il faut comprendre ce diagramme. Hein? Là, il faut suivre. Voilà la force P verticale. Mais elle représente tout le mur de soutènement avec les charges verticales qu'il exerce sur le sol. Mais voilà la force PH. PH, c'est la force qu'on a calculée sous l'action du sol sur le mur fictif avec MN. Alors, bien sûr, d'une certaine manière, vous savez très bien que PH s'exerce à 4 sur 3, comme vous le voyez ici. Pardon. PH, cette force horizontale, d'intensité à la proportionnelle avec P, à peu près le 1 quart, elle est là. Donc, la construction qu'il faut faire, c'est que mettre PH avant tout. Et à partir de PH, tracer P, autant mieux proportionnellement, géométriquement. Et vous allez dire que la somme va donner la résultante. R. Voilà la résultante R. D'accord? Alors, le curseur. Donc, voilà R. Mais comme cette distance est 1,33 ou 4 tiers, la résultante, lorsqu'elle va arriver à la base de la semelle, vous allez voir que son point d'application n'est plus ce point-là. Il va être ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'excentrement. Voilà l'excentrement. D'accord? Donc, déjà, vous pouvez calculer l'excentrement. Comment? En déterminant la tangente de cet angle, par exemple. Si j'appelle cet angle alpha, entre R et P. Donc, tangente alpha, c'est XE divisé par cette distance. Ce qui donne XE égale 4 tiers fois tangente alpha. D'accord? Mais tangente alpha, j'ai dit, c'est cet angle. Donc, tangente alpha, d'autre part, il est égal à combien? Il est égal à PH sur P. Tangente alpha, PH sur P. 72 sur 300, c'est 0,24. Ce qui donne un angle de 13,5 degrés. Donc, j'ai déterminé l'inclinaison par rapport à la verticale de la résultante et j'ai déterminé l'excentrement. Bien sûr, on a dit en plus que R, c'est la résultante. Donc, vous la calculez comme ça. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, monsieur. Donc, il faut, s'il vous plaît, bien voir ce petit schéma, comment le manipuler. Ça, c'est systématique. Lorsque vous avez la force horizontale quelque part, vous la tracez et par la suite, du niveau de la force horizontale, vous allez mettre la résultante verticale. Et par la suite,
vous calculez la résultante totale et vous calculez l'excentrement juste comme ça. C'est systématique. Hein. D'accord? Donc maintenant, au fait, lorsqu'on va calculer la contrainte admissible, il faut tenir compte de l'excentrement. On a vu tout à l'heure déjà un cas dans l'exercice numéro 1. Hein, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, s'il y a un excentrement, la largeur, elle va changer. Et s'il y a une inclinaison aussi, il va y avoir des coefficients qui ont affecté les paramètres. Donc voilà, j'ai mis résultante, inclinée et excentrée. R. C'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Bon, alors maintenant, lorsqu'on va calculer la capacité portante, il faut toujours voir ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est tout simplement des caractéristiques à court terme. Hein, les données qu'on a, CU 30 kPa, CU 15 degrés. 15 degrés ici. Alors, B' égale B moins 2XE. Parce que la présence de pH, elle crée cet excentrement. Et en fait, pour calculer la capacité portante, il faut considérer B' égale moins 2XE. Elle va vous donner 1,36. 2 moins 2 fois 0, 0,039. Voilà, 0,39. Ça fait ça. D'accord? Les valeurs de NQ, N gamma et NC vont être déterminées à partir du tableau que vous connaissez. Pour phi égale 15 degrés, voilà les valeurs. Voilà les valeurs, comme ça, des tableau. OK. Et maintenant, faites attention, on va voir comment on écrit la capacité portante ultime avant tout. Mais ne pas oublier que la semelle est filante. Donc, c'est B sur 2. Mais le B n'est pas B. Il faut qu'il soit B'. Largeur réduite. On aurait pu écrire largeur réduite. D'accord? Calcul à court terme. Contrainte totale. Il n'y a pas de gamma prime. On n'a pas à se soucier du niveau de l'eau. Mais regardez bien ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des facteurs de l'inclinaison. Bon, qu'est-ce qu'on avait dit dans le cours? On avait dit que lorsque la charge est inclinée, l'inclinaison maintenant alpha, l'inclinaison alpha va vous donner des coefficients de réduction de chacun des termes. D'accord? Et nous avons dit que pour le terme de la cohésion, pour le terme de profondeur et le terme de cohésion, ce facteur, il s'écrit comme ça. 1 moins 2 alpha sur pi. Alpha, c'est l'angle d'inclinaison par rapport à la verticale. Déjà, on a calculé alpha 13,5 degrés. Pour le terme de surface, ce n'est pas le même coefficient. On peut mettre Kg ou K gamma est égal à ça. D'accord? Donc, voilà l'expression de la capacité portante ultime. Et là, on l'a détaillé. Hein? On l'a détaillé comme il faut. Mais par la suite, on l'a, bien sûr, pour la calculer, on l'a ramené d'une certaine manière. Lorsque alpha égale 13,5 et phi égale 15, c'est très proche de 1. Alors, si vous calculez ce terme au carré, vous allez trouver vraiment 1%. Donc, moi, j'ai mis 0. Hein. Ce n'est pas la peine de voir le reste, sachant que N gamma, déjà, il est très faible. 2,33. D'accord? Ce terme, c'est pratiquement nul. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester les deux termes Hedom, avec le même coefficient. Le même coefficient, il est là. 0,7225. Donc, il faut écrire CNC. Donc, 30 fois 11, 30 fois 11, plus gamma 1D fois NQ. Donc, le gamma 1D, c'est quoi le gamma 1D? Ah, il faut faire attention. Le gamma 1D, celui qui va mettre 18 fois 4, ça, c'est un 0. Toute la question. Qu'est-ce qu'on avait dit pour D?
D, c'est l'épaisseur minimale des terres au-dessus de la semelle. C'est clair cette remarque, s'il vous plaît? D, vous revenez donc à la présentation de la dernière fois, ou le transparent que j'ai envoyé. D, c'est l'épaisseur minimale. Il ne faut jamais prendre la valeur la plus grande. Parce que D, gamma 1D, c'est un terme qui va dans le bon sens, dans l'augmentation. Il ne faut pas le surestimer. Il faut prendre cette valeur. D'accord? Donc 18 fois 1,2 plus fois 3,94 plus 30 fois 11 vous donne à peu près 299, enfin à peu près 300 parce que ultime, P ultime, P ultime, P ultime. Donc la valeur admissible, c'est combien? Normalement, vous avez appris ça. Moins gamma 1D. 299,9 moins 18 fois 1,2 divisé par 3, ça c'est Q net divisé par 3, plus gamma 1D. D'accord? Bon, grosso modo, elle me donne le tiers, un peu plus. Si ça c'est 300, 300 divisé par 300 plus un petit quelque chose, vous avez cette valeur. Donc, l'intérêt de ce calcul, c'est de dire que si je vais construire la semelle qu'on a considérée dans cette configuration-là, en fait, pour vérifier le poinçonnement, je ne peux pas appliquer une contrainte qui est égale ou qui dépasse combien? Qui dépasse 115 kilopascals. Plus 115 kilopascals. OK? Or, nous traitons l'exercice dans la réalité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous dimensionnons notre mur voile comme ça, c'est-à-dire, il faut calculer la contrainte admissible, il faut vérifier que est-ce que la stabilité vis-à-vis du poinçonnement est vérifiée. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut revenir, parce que dans notre exercice, le chargement réel est donné. Il a dit quoi? La charge P transmise au droit du poteau le plus chargé est centrée 300 kN. Et on se propose de vérifier, nous on est en train de vérifier, on veut vérifier la stabilité. C'est-à-dire, il va falloir vérifier quoi en fait? Il va falloir vérifier que la charge réelle transmise par cette semelle ne dépasse pas la valeur admissible qu'on vient de calculer. La valeur qu'on vient de calculer est égale à combien? 114,37 kilopascal. Mais la contrainte réelle, c'est quoi? Faites très attention. La contrainte réelle, c'est la charge R, la force R. Ça, c'est la résultante. Mais cette force, elle est sur une semelle de largeur réduite, égale 1,3. N'est-ce pas? Alors, lorsque vous calculez R, parce que vous avez pH 72, si vous mettez 72 au carré plus 300 au carré, vous allez trouver une valeur de 308,52. Comme la semelle est filante, quelle est la contrainte qu'elle va engendrer? C'est comme si, pour que vous puissiez comprendre, c'est comme si ici, je mets R divisé par B' fois 1, parce que la semelle est filante, n'est-ce pas? B' est égal à 1,36 et L égale 1, elle va me donner 226,8 kilopascal. Donc, là, on est en train d'arriver au résultat qui n'est pas satisfaisant. Donc, si je vais construire la semelle comme ça avec ces charges-là, la contrainte réelle transmise est de combien? 226,8. Alors que la contrainte admissible n'est que de 114. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire c'est comme si nous allons appliquer le double de la valeur admissible, bien sûr. Comme la contrainte réelle à appliquer elle est supérieure largement à l'admissible, on va dire que la semelle n'est pas stable vis-à-vis du poinçonnement. D'accord? C'est-à-dire, d'une certaine manière, pour nous, ce mur voile, tel que dimensionné avec tous ces paramètres-là, pour le sol, la géométrie, etc., il n'est pas stable, du moins à court terme, pour l'argile sableuse. Il n'est pas stable. Pourquoi? Parce que la valeur admissible qu'on peut appliquer sur cette couche d'argile dans la configuration P, pH, etc., n'est que de 114 kPa, alors que le chargement réel appliqué arrive pratiquement au double. Alors, bien sûr, on va dire que la semelle n'est pas stable vis-à-vis du poinçonnement, et il n'y a qu'une seule recommandation, il faut revenir sur le dimensionnement. Qu'est-ce que cela veut dire, revenir sur le dimensionnement? C'est-à-dire, je ne sais pas, je peux dire par exemple que ne pas avoir la valeur de pH, il faut la réduire fortement. Si vous réduisez pH fortement, ben, l'excentrement va diminuer, la résultante va diminuer, donc la force diminue, la largeur augmente, etc. Et vous pouvez avoir ces choses-là. Vous avez compris un peu la démarche, non? C'est-à-dire, il faut revenir sur le problème. Il faut changer les paramètres géométriques du problème. Il faut changer même les... Vous pouvez changer tout ce que vous pouvez, tout ce qui peut changer dans la réalité. En fait, c'est l'excentrement et l'inclinaison qui ont affecté. Vous voyez ici, le terme de surface est devenu égal à 0. D'accord? À cause de l'inclinaison. L'inclinaison, qu'est-ce qui est responsable de l'inclinaison? Bien sûr, c'est pH. Donc, lorsqu'on dit qu'il faut diminuer pH, d'accord? Excusez-moi. Lorsque vous allez diminuer pH, ça veut dire que vous allez avoir un meilleur comportement. Donc, vous allez diminuer XE, donc augmenter les primes. Vous allez diminuer les facteurs multiplicateurs. Les facteurs multiplicateurs, ils vont diminuer. Si vous augmentez ce terme, et ce terme n'est pas négligeable, vous pouvez avoir. Voilà un peu l'intérêt donc d'avoir étudié cet exercice-là. Est-ce que vous avez des questions? La parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? C'est clair? Bon, je pense que le rythme était acceptable pour vous, donc vous me suivez, c'est ça qui est le plus important. Bien, la série est relativement, on va dire, riche d'exercices. Vous pouvez regarder les autres exercices. Notamment l'exercice, vous savez très bien, dans la partie que j'ai envoyée, il y a pratiquement 3 exercices qui sont corrigés. Et nous n'avons pratiquement pas vu, certainement, l'exercice numéro 1 et numéro 2 qui sont corrigés chez vous, je ne les ai pas considérés. Donc, vous pouvez les revoir. OK? Donc, normalement, vous allez juste faire l'effort de travailler un peu pour comprendre le reste. OK? D'accord. Alors, donc, quel est votre avis? L'enseignement à distance ou l'enseignement présentiel? Peut-être on va vous donner vos avis. On n'est pas sûr la semaine prochaine comment on va faire. On va revenir au présentiel, voilà, on va continuer avec ça. Aucune idée. Mais Thomas,
Je ne sais pas, la différence pour vous, vous avez vu les deux. C'est quoi qui est mieux, le présentiel ou à distance? À distance, c'est mieux. بريزونسيال خير الحقيقة. صحيح بالمجد؟ والله ماشي بريزونسيال خير، خاطر تمشي لكلاس تلقى روحك باش تتبع مركز، فماش مشكلة نتاع كونيكسيون، فما انتراكسيون بينك وبين البروف، ما تسرحش برشا حاجات معناها ماشي. صحيح، ما عنده حتى علاقة بالنسبة لي، ما عنده حتى علاقة. ولو بروبليم هو أنه إذا كنت تعرف توا السيونس باش تتحضر au moins comme je le fais. Donc, il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps à dépenser. On va dire, du moins pour moi, elle est simple, mais le problème, c'est que vous devez comprendre. À la colle, Inch'Allah, vous aurez un certain degré d'assimilation qui est relativement bon. Bon, et je répète toujours, si vous avez des questions, alors l'année dernière, il y avait des élèves qui me posaient des questions. Mais j'ai C3, peut-être j'ai oublié, même qui ont posé des questions par email. Donc, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à me dire. D'accord? D'accord. Professeur, Oui. est-ce que vous pouvez m'envoyer? Je n'ai pas reçu, professeur, le cours et le TD que vous avez envoyé. Je ne vous ai pas envoyé avec le groupe. Non, je n'ai pas reçu. Ah oui, oui, mais parce que comme je vais ajouter votre email avec la liste des emails du groupe. D'accord, je vais vous envoyer ça. D'accord? Ok, merci. Voilà. Mais là, on peut s'arrêter jusqu'à ce niveau-là. Je vous remercie. J'espère que tout a été clair. OK? Professeur, l'enregistrement, vous pouvez nous l'envoyer. Oui. Je vais vous envoyer tout. D'accord. OK. Donc, au revoir tout le monde.